Bon, maintenant, il faut que je fasse le monsieur loyal. Alors, je vais changer de casquette. Je vais presque plus parler. Enfin, j'aurai du mal, mais je vais faire de gros efforts. Et donc, je vais appeler la première table ronde. Alors, les tables rondes ne sont pas dans l'ordre intellectuel, elles sont dans l'ordre des possibilités de transport des uns et des autres. C'est pour ça qu'on commence par quel transport demain, parce qu'il y avait des obligations d'agenda. Donc, n'y voyez pas une construction extrêmement géniale. On commence par quel transport demain, où nous invitons Marc Amy, le vice-président d'Airbus, Rodolphe Tristal, sociologue, et Agnès Augier, directrice du TGV. Si vous voulez bien monter et prendre place. Voilà, bonjour. Alors, en principe, vous disposez chacun d'un quart d'heure, et puis on discutera après. Au fond, j'aimerais bien que vous vous présentiez chacun en une phrase. C'est mieux que les gens se présentent que je le fasse moi, parce que chacun se présente un peu en fonction de ce qu'il a envie. Donc après, dans l'ordre, en principe, c'était monsieur le vice-président d'Airbus qui avait la parole. Donc je vous donne la parole. Et voilà, vous pouvez enlever vos masques, vous poussez un peu les uns des autres, vous mettez un peu chacun d'un côté de la tribune. Moi, je suis un privilégié. Et puis voilà, monsieur Amy, vous avez la parole. Merci beaucoup. Si le téléphone marche, oui, ça a l'air de marcher. Marc Amy, je suis vice-président d'Airbus en charge des affaires générales, mais beaucoup des affaires... Alors vous êtes le gros pollueur ici aujourd'hui. Absolument. J'ai 2 challenges ici cet après-midi. Vous redonnez après le petit film, mais Jean Viard et Madame la maire de Nantes ont déjà dit beaucoup là-dessus, le goût du voyage. Je vois beaucoup de jeunes dans la salle. Je pense qu'il serait dramatique si on perdait le goût du voyage. Et ensuite, peut-être, vous donner aussi une autre image du transport aérien. Je commence ? Merci beaucoup. Alors d'abord, pour rebondir sur les discours introductifs et sur le goût ou le besoin du voyage. C'est vrai que le Covid a été un choc énorme et a frappé à peu près tout le monde dans le monde, avec un impact très grave sur la vie personnelle, des gens malades, des proches malades quelquefois, et puis affecter aussi la vie professionnelle. C'est vrai aussi que ce qu'on appelle les réseaux sociaux ont permis de maintenir un lien, et c'était essentiel, de pouvoir travailler à distance et de pouvoir garder un lien avec ses amis et sa famille. Mais ce qu'on observe quand même, c'est que beaucoup de gens, pendant cette période, ont beaucoup souffert de la distance avec leurs parents, leurs enfants, leurs amis, de ne pas pouvoir les visiter, quelquefois dans des situations difficiles. Et même au travail, la difficulté de travailler loin de ses collègues et donc d'un manque d'échanges humains. Et moi, j'ai pu observer, dès que les gens ont pu revenir, retrouver leurs collègues, ils sont revenus en général. Et aussi, dès qu'on a réouvert un petit peu les portes, notamment du transport aérien, que les gens se sont remis à voyager. Et donc, je pense que cet appétit, ce goût, ce besoin du voyage, comme vous l'avez dit, Jean Viard, existe toujours. Il y a aujourd'hui, vous l'avez dit aussi, 300 millions de personnes dans le monde qui vivent en dehors du pays où ils sont nés. Il y a évidemment beaucoup de couples qui sont de nationalités différentes. Donc, on est dans un nouveau monde où cette mixité est extrêmement large. Et évidemment, le voyage, au-delà des réseaux sociaux, est une nécessité pour permettre à toutes ces familles de se retrouver. Alors vous avez fait un petit peu une distinction entre le voyage affinitaire et puis celui plus économique, on va dire. J'ai retrouvé cette phrase d'Hippolyte Taine qui dit « On ne voyage pas simplement pour changer de paysage, mais pour changer d'idée ». Je pense que le voyage est effectivement un moyen extraordinaire, vous l'avez dit aussi, pour ces échanges culturels et pour mieux comprendre l'autre. Et donc, nous avons cette ambition chez Airbus, donc pour le transport aérien, de favoriser un transport durable qui permette un monde plus sûr et plus uni. Parce que nous sommes persuadés que ces échanges sont essentiels et qu'il n'y aurait rien de pire que le repli sur soi, le repli individuel ou le repli des nations. Aujourd'hui, en Europe, vous avez 8600 villes qui sont reliées par un transport aérien direct. C'est un formidable outil d'intégration de l'Europe. J'ai regardé depuis Nantes, vous avez 80 destinations aujourd'hui. C'est une ouverture, je crois, pour le pays nantais, pour tous les habitants de Nantes extraordinaires, à des prix souvent très abordables. On voit des prix entre 30 et 80 euros. Vous pouvez aller à Rome. Vous avez parlé du voyage à Rome pour aller voir si c'était vrai. Mais je crois que ces échanges culturels, et puis bien sûr, j'espère que ça permet aussi aux Italiens de venir visiter Nantes, cette belle ville et sa région, et donc de ces échanges culturels et de ces échanges aussi économiques.
C'est vrai qu'on a un peu parlé d'économie, mais je crois qu'on ne peut pas y échapper. Le monde aujourd'hui a besoin d'une économie, et après cette période difficile aussi. En France, ce qui est drainé par le transport aérien, c'est 1 million d'emplois. 300 000 à peu près emplois directs dans le secteur de l'aviation, 300 000 emplois induits dans les services autour, et la valeur ajoutée créée, et plus de 300 000 emplois dans le tourisme. Ici même à Nantes, il y a 20 000 personnes qui travaillent directement dans le secteur aéronautique. Et je ne parle pas du tourisme qui ont été évoqués par vous, par la maire de Nantes. Donc c'est un point économique pour la France, premier pays visité au monde, et du coup un point industriel aussi pour un pays qui est quelquefois en manque. Donc c'est important de le savoir. Et quand je disais que lorsqu'on permet les voyages, les gens voyagent, on est revenu cet été à plus de 70% de trafic aérien en Europe. Et Dieu sait qu'il existe encore de multiples contraintes pour voyager. Beaucoup de frontières sont encore fermées. Beaucoup de pays ont encore des variants du virus virulent. Et donc c'est devenu vraiment un élément fondamental aujourd'hui de la population, cette envie, ce besoin. C'est vrai que si on demande aux gens quels sont leurs meilleurs souvenirs, souvent ils vont parler de voyage, échanges culturels, découvertes. Donc tout cela, on voudrait le garder. Le transport aérien représente aujourd'hui, au terme touristique, plus de la moitié des visiteurs étrangers voyagent en avion dans le monde. Donc c'est un facteur essentiel, hein, vu sa rapidité, sa distance. Maintenant, il est évident pour nous que cet avenir-là doit être un avenir durable. Au-delà du Covid, l'enjeu majeur, c'est évidemment celui du climat. Alors tout d'abord, quelques chiffres encore. Je ne suis pas sûr qu'on ait une juste image du transport aérien. Un avion moderne aujourd'hui, ce que Airbus vend, fait 2 litres de carburant aux 100 km par passager. Je ne sais pas ce que fait votre voiture, même avec 2 ou 3 passagers. C'est un mode de transport qui, depuis plus de 50 ans, fait énormément d'efforts pour réduire son impact environnemental. On représente aujourd'hui 2-3% de la pollution totale en émissions de CO2 mondiale, loin derrière les transports terrestres, comme les voitures, les camions, etc. Ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, d'avoir une ambition absolue. Et c'est pour ça qu'Airbus a lancé un projet qui est très motivant pour nous tous, qui est l'avion zéro émission. Alors cet avion zéro émission, on l'envisage à base d'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène ? Ça paraît très nouveau. En fait, l'hydrogène n'est pas un produit nouveau, puis vous savez que c'est le produit essentiel de l'eau, hein, H2O, et donc c'est quelque chose qu'on peut trouver facilement. Et ensuite, il a une qualité, c'est qu'il est 4 fois plus puissant que le pétrole comme carburant, et donc il permet de dégager beaucoup d'énergie. Le monde de demain devra remplacer 80% d'énergie venant du pétrole par une autre énergie, une énergie décarbonée. Ce sera essentiellement à base d'électricité. Mais on ne peut pas mettre des batteries à bord d'un avion, alors des petits avions, parce que le rapport dit poids-puissance n'est pas le bon. Et donc il faut transformer cette électricité en hydrogène et la porter à bord. Alors on a une autre question avec l'hydrogène qui est le volume. Donc c'est beaucoup plus puissant que le pétrole, mais ça prend aussi beaucoup de place. Donc il va falloir qu'on revoie un petit peu le design de nos avions. Et comme ça prend beaucoup de place, on a un dernier challenge qui est qu'on va utiliser de l'hydrogène cryogénique, c'est-à-dire refroidi à 253 degrés. Et j'ai visité ce matin le technocentre d'Airbus qui travaille sur ce projet, et notamment sur le réservoir qui va permettre d'héberger cet hydrogène cryogénique pour faire voler nos avions demain. Alors l'aviation est une industrie, on dit, à cycle long. Alors certains vont dire trop long. Et c'est vrai que notre ambition est de faire voler ces avions en 2035 avec de l'hydrogène. En attendant, on a d'autres solutions, d'ailleurs grandement à partir d'hydrogène pour des avions décarbonés. Aujourd'hui, nos avions sont certifiés pour emporter 50% de carburant dit durable. Alors ces carburants dits durables peuvent être de différentes origines, soit des produits secondaires de l'agriculture qui ne sont pas en concurrence avec l'alimentation, c'est des biocarburants, soit des procédés tels alcool to jet, soit enfin des carburants dits synthétiques. Un carburant synthétique, c'est un carburant qui va prendre de l'hydrogène, fabriqué par électrolyse par exemple à partir d'une électricité décarbonée, prendre du CO2 dans l'air et faire un carburant synthétique
qui peut être utilisé dès demain dans nos avions et dans tous les avions existants. Alors aujourd'hui à 50%, demain à 100%. On espère que d'ici 2030, nos avions seront certifiés pour emporter 100% de ces carburants. Et comme vous ne remettez dans l'atmosphère que le carburant que vous y avez retiré, c'est une solution qui est totalement neutre en carbone. Alors évidemment, comme pour l'ensemble des secteurs économiques, c'est une transformation fondamentale qui va devoir nécessiter à la fois, et nous sommes engagés totalement à Airbus, des nouveaux avions, mais tout un écosystème autour de production d'énergie décarbonée, électricité, et toute une production. Donc on travaille beaucoup à ces filières de carburants durables, à cette filière hydrogène. Il y a un plan national hydrogène en France, il y en a partout dans le monde, parce que tout le monde voit bien que remplacer le pétrole, ça veut dire essentiellement de l'électricité décarbonée et de l'hydrogène. Donc vous aurez sans doute le plaisir de voyager bientôt dans des bus à hydrogène. Les camions n'ont pas sans doute d'autres solutions de passer à l'hydrogène cryogénique. Les bateaux aussi. Et d'ailleurs, dans nos projets ici à Nantes, on travaille aussi avec le maritime et avec l'industrie du transport terrestre. Peut-être d'ailleurs des trains aussi à hydrogène, je ne sais pas. Mais donc les solutions existent. Nous y travaillons. Nous sommes leaders mondiaux dans ce domaine-là. Et donc, notre ambition, c'est vraiment de permettre, notamment aux nouvelles générations, parce qu'on a eu cette chance formidable de pouvoir voyager en avion, de découvrir le monde, et donc de conserver cette chance formidable pour les nouvelles générations, mais dans le respect total de l'environnement. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'on dise les courtes distances, c'est plutôt le train, et au fond, l'avion a une fonction plutôt intercontinentale? Est-ce que ces réflexions font partie aussi de vos réflexions? Ou est-ce que vous vous sentez maltraité quand on dit 2h30 et c'est pour être plus, on ne prend pas d'avion, on prend le train? Alors, je ne sais pas s'il faut obliger les citoyens. On peut espérer que la démocratie, ça veut dire aussi le sens de la responsabilité. Et je crois qu'en particulier, les jeunes générations sont très attentives. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un découplage assez naturel. Le voyage moyen en train en Europe, c'est 300 km. Le voyage moyen en avion, c'est 1700 km ou 1800 km. Maintenant, si vous traversez la France de manière latérale, c'est parfois très difficile de prendre le train. Et donc, c'est beaucoup plus facile de prendre l'avion. Et encore un avion qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a un bilan environnemental aujourd'hui qui n'est peut-être pas celui qu'on pense et qui demain sera vraiment un avion. Parce que sur ces courtes distances, ce seront les premiers avions. On a 3 concepts aujourd'hui d'avions hydrogène en développement pour des trajets entre 2000 et 3500 km. Mais notamment sur les trajets courte distance, on aura d'ici 15 ans une solution zéro CO2, et qui en plus une solution qui n'a pas d'impact sur les sols, puisque nous on survole, donc on n'a pas besoin de créer des infrastructures terrestres. Ça c'est pour le TGV, ça. Donc on a cette perspective, y compris pour les courtes distances, d'avoir des avions qui seront légers, qui seront hydrogène et qui ne seront pas polluants. Donc, encore une fois, il y a une séparation aujourd'hui qui est celle que j'ai dit, mais demain, moi, je pense qu'il ne faut pas exclure. Encore une fois, 8000 liaisons directes, donc il y a une connectivité donnée par l'avion, justement parce qu'il n'est pas dépendant d'une infrastructure terrestre qui est de 80 destinations depuis Nantes, on le voit très bien. Mais il faut qu'on arrive à rattraper le train dans la décarbonisation et on y travaille. Merci. Peut-être qu'on fait les interventions à la suite et on discutera après. Rodolphe Christin, je vous donne la parole. Vous êtes sociologue, vous êtes essayiste, vous vous présentez, c'est le plus simple. Oui, donc bonjour, merci pour l'invitation. Donc je suis Rodolphe Christin, je suis sociologue de formation initiale et j'ai beaucoup réfléchi sur la question au départ de l'imaginaire du voyage. Et lorsqu'on réfléchit sur l'imaginaire du voyage dans le monde d'aujourd'hui, on rencontre forcément l'imaginaire du tourisme. Sachant que le tourisme, c'est pas seulement une pratique individuelle, c'est aussi une organisation de la planète, des territoires, comme la petite capsule vidéo l'a assez bien montré. Et que finalement, on peut dire qu'il y a eu ces dernières décennies une espèce d'emprise touristique sur les territoires qui l'ont rendu incontournable et qui ont finalement contribué à naturaliser le tourisme. Effectivement, je suis assez d'accord avec la présentation que vous avez faite, au sens où le tourisme, par capillarité, a complètement imprégné nos manières de vivre, si bien qu'aujourd'hui, on a presque l'impression que sans tourisme, la vie n'est plus possible, alors que c'est un phénomène relativement récent dans l'histoire de l'humanité, et même encore aujourd'hui. Les populations des pays développés, les populations les plus pauvres,
Et chez nous, les moins aisés des personnes n'ont pas la chance, ou en tout cas on va parler d'opportunité, de pratiquer le tourisme. Néanmoins, l'imaginaire, le désir touristique est effectivement très répandu parmi nous. Je pense aussi que c'est un effet du marketing, parce qu'il y a une forte emprise aussi du marketing touristique. Aujourd'hui, entre être en vacances et partir en vacances, on a l'impression qu'il n'y a pas de différence, parce que le fait de partir en vacances est devenu une norme de comportement. Alors, cette critique que je porte depuis quelques décennies maintenant a longtemps trouvé peu d'écho, et puis il se trouve que ces dernières années, alors le phénomène du surtourisme émergent, notamment dans des villes européennes avec une forte visibilité, les médias ont relayé cette question du surtourisme, et du coup on s'est un peu intéressé, en tout cas j'ai été dans le viseur des médias, des gens qui voulaient réfléchir sur cette question, et effectivement depuis quelques années je suis assez sollicité parce qu'émerge une critique du tourisme. Le consensus touristique qui prévalait jusque-là, c'est en train de se fissurer, et on voit aujourd'hui beaucoup de projets d'aménagement du territoire sont contestés au nom des grands projets inutiles. Donc on ne peut plus touristifier le monde comme on aimerait le faire. Cette crise du Covid a montré aussi la vulnérabilité des économies qui avaient trop misé sur le tourisme, parce qu'en quelques jours, tout s'est arrêté. Personne ne l'avait prévu. L'Organisation mondiale du tourisme prévoyait des taux de croissance assez faramineux. On prévoit 7 milliards de passagers aériens dans les 10 prochaines années, ce qui serait le double de ce qui existe aujourd'hui. Alors la crise pandémique vient tempérer cet optimisme. Donc le tourisme, d'une certaine manière, ne fait plus tout à fait l'unanimité, et je trouve ça intéressant qu'on discute aujourd'hui du tourisme du futur, mais peut-être que le tourisme du futur, ça sera moins de tourisme. Pourquoi moins de tourisme ? Parce qu'il n'est pas certain quand même que les innovations technologiques régleront tous les problèmes que posent nos déplacements d'agrément. Pour différentes raisons, c'est que les technologies ne se remplacent pas forcément les unes les autres. Comme ça, en quelques années, il faut parfois des décennies. Il n'est pas dit que la voiture électrique remplacera le moteur thermique instantanément. Il est possible que les moteurs thermiques aillent se vendre ailleurs qu'en France, ailleurs que dans l'espace de l'Europe, dans des pays d'Afrique ou ailleurs, mais donc ils continueront à émettre des gaz à effet de serre. Et il n'est pas dit que l'avion du futur, l'avion à hydrogène, va éliminer tous les autres types de carburation dans l'aéronautique. De la même manière, si on devait remplacer toutes les voitures individuelles par des voitures électriques, je ne suis pas certain qu'on en aurait les moyens, notamment à cause des réserves limitées de métaux rares. Donc à un moment donné se pose la question, me semble-t-il, de la sobriété. Et je crois que si on veut mettre l'enjeu de la transition écologique qui est nécessaire et me semble-t-il urgente au centre de nos réflexions, on doit forcément se poser la question de la nécessaire sobriété, y compris dans l'industrie touristique. Donc moi, ma critique, elle ne concerne pas que le secteur touristique, au sens où le changement de paradigme que certains appellent de leur vœu, c'est un changement, c'est une révolution pas seulement industrielle, c'est aussi une révolution culturelle qu'il est nécessaire de penser. Et je me demande s'il ne va pas falloir aussi réfléchir sur ce que signifie le tourisme, quel symptôme il est de nos vies quotidiennes. Jean Viard disait, les gens sont prêts à travailler moins, mais ils ne sont pas prêts à renoncer peut-être à leur départ en vacances. C'est vrai, plus, dit. Travailler plus, peut-être. Mais ils ne sont pas prêts à renoncer à leur départ en vacances. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie que finalement nos conditions de vie quotidiennes sont devenues si insupportables que le seul échappatoire qu'on ait, ce soit ce fameux départ en vacances, quelques semaines par an, et que finalement le tourisme serait un moyen de manager un espèce de mécontentement diffus. Alors, je parle de relocaliser aussi le temps libre, de réfléchir à la manière dont on pourrait rendre l'ici plus intéressant, peut-être, plus vivable, parce que je crois que la notion d'invivabilité, et la pandémie l'a mis au centre de l'actualité, doit être aussi réfléchie. Est-ce que finalement ces départs en vacances seraient le symptôme d'une invivabilité croissante de nos vies quotidiennes ? Lorsque je parle de redonner du sens à l'itinéraire plutôt qu'à la destination, c'est aussi une manière de faire en sorte que le voyage, comme disait Chuang Tzu, commence au bout de sa chaussure, ou comme disait Nicolas Bouvier, commence sur le pas de sa porte, c'est-à-dire relancer la notion d'itinéraire, de parcours,
peut-être même d'initiation par le voyage, ce qui pourrait être aussi une problématique d'éducation populaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les départs ne soient plus seulement à destination d'une contrée attractive, mais aussi se fassent dès le pas de sa porte, ce qui pourrait aussi signifier que plus loin n'est pas forcément mieux. On peut aussi voyager plus près de chez soi. Et puis, c'est aussi se poser la question des moyens de transport qu'on utilise pour accéder à cet itinéraire. Alors hier, moi, je suis arrivé un peu tôt, j'ai pu parcourir la ligne verte. Et je trouve que c'est peut-être aussi une tentative de redonner du sens à l'itinéraire. Et ce qui est intéressant, alors je parcourais cette ligne verte, et puis du coup, j'ai été très tenté de m'en échapper. Et d'aller voir, de me laisser aller à une forme de dérive urbaine à travers Nantes. Parce que finalement, ce qui vous guide et ce qui vous montre est aussi une manière de vous, peut-être, de rendre mystérieux ce qui n'est pas montré et donner envie d'aller voir ailleurs. Alors, en termes de préconisation, parce qu'on me dit vous apportez une critique, vous n'apportez pas de solution. Moi, je ne remets pas en cause l'innovation technologique. Je pense qu'il faut continuer à chercher sur cette piste-là. Néanmoins, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer limiter de manière préventive plutôt que de manière corrective? Je ne plaide pas pour une interdiction, je plaide pour une limitation choisie du nombre d'avions en circulation, du nombre de navires en circulation, pour rendre peut-être nos véhicules individuels plus propres, écologiquement plus salutaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer brider la puissance et la taille de nos véhicules, tout simplement pour rendre notre futur un peu plus vivable? Et même, si j'osais, je dirais que est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un marketing, pour utiliser un mot que tout le monde comprendra, un marketing de la sobriété plutôt que toujours aller vers plus gros, plus puissant. Ça me semblerait plus conforme aux enjeux, notamment écologiques, des temps qui courent. Voilà ce que je peux dire. Merci. Bon, c'est bien ces deux discours qui se croisent, mais qui sont... On voit que vous avez une forme d'harmonie avec la salle. Ça ne nous surprendra pas. Alors maintenant, nous allons passer donc au train, puisque Madame, bonjour, vous êtes responsable, directrice du TGV Atlantique. Donc, présentez-vous si vous voulez bien. Et puis voilà, qu'est-ce que le train a à nous dire dans tout ça? Donc moi, j'ai la charge des TGV qui couvrent tout le territoire atlantique, donc toute la façade atlantique. Et avant ça, j'ai été directrice générale de Thalys, donc sur 4 pays européens, France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas. Ce qui me donne une vision, on va dire, un peu contrastée du chemin qui est fait dans les opinions publiques et aussi de la force et de l'efficacité du système qu'on a en France. Je voulais commencer juste par le fait qu'on se rappelle qu'on a en France une proposition ferroviaire extrêmement efficace. Alors on a souvent dit « oh là là, on a fait trop de TGV ». La réalité, c'est que ça nous donne une opportunité assez unique d'avoir la possibilité de voyager en France de façon sobre, puisqu'on peut se le dire. Pour donner un chiffre, sur le Paris-Nantes que j'ai fait ce matin, on émet moins de 1 kg de CO2 en venant en TGV, là où, si vous prenez votre voiture individuelle, ce sera 74. Donc, pareil, vous divisez, si vous êtes 2 dans la voiture, si vous êtes 3 dans la voiture. Donc, on voit qu'on a une puissance là qui est... extrêmement forte parce qu'on se retrouve très en phase avec les différentes aspirations dont on a parlé. Pour le dire autrement, qu'est-ce qu'on va aligner dans les aspirations? Alors l'aspiration écologique, évidemment, là je viens de vous en faire la démonstration, mais aussi ces aspirations dont on était en train de parler, quant à une certaine forme de douceur de voyage. Une petite étude intéressante, qu'est-ce que nos clients ils aiment faire dans le train? Dans le top 3 des activités, regarder par la fenêtre. Donc ce sujet du voyage qui commence dès le début, dans le train, il est attrapé au sens où vous allez tout de suite profiter de ce qui est autour de vous, de ce paysage qui varie tout au long du voyage. Et ça, c'est vrai évidemment pour le train à grande vitesse, mais c'est vrai aussi pour les autres formes de train. Donc ça, c'est aussi un autre sujet, ça peut être paradoxal, mais il y a eu récemment, moi je trouve un très bon livre qui est sorti pour en finir avec la vitesse. Alors ça peut être paradoxal qu'une patronne de TGV mette en avant ce type
d'études, mais je crois au contraire qu'on y trouve tout un rapport au temps. Derrière tout ce qu'on est en train de se dire, il y a tout un sujet autour du rapport au temps. Or, l'efficacité du TGV, elle permet d'avoir une mobilité douce de bout en bout d'une certaine façon. Quand on dit mobilité douce, c'est aussi se faire du bien. Et donc je reviens à, vous voyez, la crise, elle a permis à un certain nombre de voyageurs d'affaires de faire une expérience différente. Moi j'ai eu des clients d'affaires qui sont venus me voir en me disant, moi je faisais du Paris-Toulouse, je le faisais en avion, je ne dis pas du tout qu'il ne faut plus le faire, mais pendant cette période de crise, ils ont expérimenté le train, ils sont partis la veille, ils sont allés à l'hôtel, ils étaient plus en forme, oui ça avait pris plus de temps, pour autant ils étaient plus efficaces, ils étaient plus reposés et ils se sont dit, tiens, finalement, il y a peut-être une combinaison. Il y a aussi cette question de la combinaison. Je peux peut-être prendre un transport rapide à l'aller, un transport plus lent au retour. Donc, il y a toute une variété de comportements qui sont en train de changer, que la crise a révélé, pas forcément créé, mais révélé. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière ça? Vous en avez cité beaucoup, Monsieur Viard. Émergence de villes moyennes, avec des gens qui vont habiter dans les villes moyennes. Porosité des usages. Alors, porosité des usages, vous voyez, mes clients là, qui viennent me voir en me disant « je suis allé à Toulouse et puis je suis parti en train », ils ont peut-être combiné, et il y en a beaucoup qui le font, un voyage d'affaires et un week-end de découverte. Et là, on est plus efficace en déplacement. On s'est déplacé pour 2 causes et mécaniquement, on a diminué là aussi ces émissions. On a aussi tout le sujet du télétravail, bien sûr. Et le télétravail, il prend plusieurs formes. Ces gens qui sont allés dans des villes moyennes et qui vont revenir 1 fois, 2 fois, mais en faisant peut-être un peu moins la navette que ce qu'ils auraient fait dans le temps. Mais il y a aussi des gens qui vont aller, justement, dans l'autre sens, faire quelques jours où ils vont combiner loisirs et travail. Et nous, on a constaté, par exemple, et donc pour donner un autre exemple de nouveaux usages, que le jeudi soir, on commence à avoir des pointes. Alors, ce n'est pas les pointes du vendredi soir, mais ça prouve qu'il y a des changements de comportement sur le tourisme en général qui sont très à l'œuvre et très en profondeur. Il y a des choses qui sont en émergence et pas suffisamment. Encore récemment, en 2020, 66% des Français nous ont dit l'émission de CO2 n'est pas un critère pour mon choix de transport. Et ça, c'est vraiment dommageable. Alors que 2/3 des Français nous disent, pour moi, les vacances idéales, c'est en France ou dans un des pays limitrophes. Ça, c'est une vraie opportunité, parce que ça veut dire que par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Christin, qui est peut-être aller moins loin, peut-être découvrir à côté de chez soi, il y a une vraie appétence, on peut y répondre, et on a toutes les armes avec toutes les propositions. Et sur ce sujet du rapport au temps, la diversité des possibilités, elle est au cœur de ce qu'on doit proposer aux gens. Donc bien sûr, du train à grande vitesse qui peut être la colonne vertébrale d'une mobilité propre, d'une mobilité douce, mais aussi, et pourquoi pas, des trains de type qu'on appelle intercité, qui vont déjà à une vitesse déjà intéressante, mais on va plus prendre le temps, et il y a une clientèle pour ça, et ça permet aussi d'atteindre des prix évidemment moindres. Des trains de nuit qui permettent de combiner le fait que il y a une nuit d'hôtel que vous allez économiser, et là aussi on est dans un rapport au temps, dans un rapport à l'expérience de voyage qui est tout à fait unique. Donc toute cette diversité, elle s'inscrit là, il y a des signaux faibles, des signaux plus forts, il y a une vraie prise de conscience de ce sujet écologique, même s'il n'est pas assez fort. Pour vous donner là aussi un autre élément, vous voyez, cet été, on a vraiment fait le plein, c'est sûr, mais par exemple, des destinations comme Paris-Milan, on était totalement plein. Pourtant, si vous regardez les temps de parcours entre un Paris-Milan en train et un Paris-Milan en avion, évidemment, le Paris-Milan en avion, c'est beaucoup plus rapide. Alors, tout à l'heure, on disait, on n'est évidemment pas contre l'avion, mais c'est vrai qu'il y a une vraie complémentarité des moyens. Ce qu'on voit, nous, c'est que quand il y a un train en moins de 2h30, c'est vrai que la bascule du marché, elle est faite. En général, quand vous avez un train en moins de 2h30, 90% des trajets par rapport à l'avion ont déjà basculé.
Donc la question, elle se pose maintenant sur des curseurs un peu plus lointains, et on voit que le curseur commence à se déplacer. En revanche, le sujet aujourd'hui, le vrai sujet, ça reste la voiture. Ça reste la voiture avec les ratios que je vous évoquais, 74 kg de CO2 quand on fait un Paris-Nantes, c'est encore considérable. Donc comment est-ce qu'on fait pour que le voyage en train de bout en bout soit un voyage facile, accessible en prix, et ça, c'est des sujets qu'on doit remplir en écosystème. Nous, on ne les résoudra pas tout seul. Aujourd'hui, dans la gare de Nantes, il y a un grand projet de plateforme multimodale. C'est indispensable pour qu'on puisse réussir à proposer des choses de bout en bout. On a aussi, évidemment, nous, notre part à faire, entre 2017 et 2019, avec l'arrivée de Ouigo et donc de trains très accessibles en prix, on a fait plus de 20% sur Paris-Nantes. Ce qui veut dire que il y a une demande et qu'on arrive à faire basculer, parce qu'on demande aux gens comment ils auraient voyagé s'ils n'avaient pas pris le train. On a vraiment fait basculer des gens qui sinon auraient pris leur voiture. On a une nouvelle clientèle qui habituellement ne prend pas le train. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui on a les prémices de plein de choses qui sont extrêmement positives. Moi je le prends très positivement. Je suis très convaincue par ce que vous disiez, les gens doivent continuer à se rencontrer. On a, je dirais, 30% des gens pour qui le voyage est effectivement un voyage ami et loisir. Là où il y a 20% pour 20-25%, ça dépend des destinations, pour le pro, et le reste sur du loisir plus classique, y compris les week-ends, y compris tout ça. Et donc, ce lien, c'est du lien aux gens. Et donc, on doit trouver la solution. Aujourd'hui, on a une bonne base de départ. Le train peut être, encore une fois, cette colonne vertébrale qui permet d'attirer les gens et de leur ouvrir malgré tout une mobilité verte. Merci. Je dis... Moi qui regarde beaucoup les paysages, c'est vrai que sur Nantes-Paris, vous voyez, c'est des endroits où vous coupez un peu les arbres, on pourrait voir la Loire et tout, parce qu'on est pris entre deux couloirs verts. Donc, il y a un vrai boulot de paysage. Vous dites, on veut voir le paysage, mais honnêtement, sur cette voie, c'est triste, parce que notamment la Loire, elle est tellement belle et on ne peut pas la voir. Bon, enfin, excusez-moi pour ma parenthèse, mais c'est important. Les autoroutes réfléchissent beaucoup à ce qu'on voit. À ce qu'on regarde, y compris quand ils mettent des arbres en plastique. Alors qu'effectivement, les trains, on dirait que vous ne pensez pas trop au paysage. C'est d'abord un sujet aussi de biodiversité. Sur chaque arbre, il y a un défenseur de l'arbre. Oui. Bon, non, je disais ça comme ça. Bon, très bien. Mais en quoi tout ça a changé? Au fond, la pandémie, c'est un accélérateur de tendance. Alors, on l'a dit, mais on dirait que tout va se développer. Alors, bien sûr, si on démocratise, s'il y a plus de Français qui partent et tout, sur le monde, parce que plus on construit des couches moyennes, plus le voyage. En gros, par exemple, les Indiens, je crois qu'il y a 60 millions de voyageurs. Alors, sur 1,2 milliard, c'est pas beaucoup. Mais pour l'Inde, ça fait 60 millions. Bon, ainsi de suite. Comment on fait pour aller dans tout ça, je veux dire? Comment est-ce que le télétravail, le télévoyage aussi, on peut visiter le Louvre de chez soi. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira jamais. Mais peut-être qu'on n'ira qu'une fois, parce qu'après, on pourra ou le voir avant, ou le voir après, ou le montrer à ses enfants, etc. Comment tout ça modifie? On dirait qu'il n'y a qu'un développement technologique ou une augmentation. Il peut y avoir aussi des récessions, il peut y avoir le développement de la proximité. Je ne dis pas qu'on ne voyagera plus, mais on peut voyager moins. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même que tout n'est pas en augmentation, qu'on est quand même... Alors, c'est bien sûr le propos de Rodolphe Christin, d'une certaine manière, de réfléchir sur la sobriété, mais est-ce que dans vos entreprises, c'est des questions que vous vous posez? On se pose forcément ces questions-là. Le petit bémol que j'y apporterai, c'est que pour l'instant, la part du train, c'est 10-15% des mobilités longue distance. Oui, chacun donne son petit pourcentage. Lui, il fait 3% de pollution, tout ça. Non. À la fin, ça fait beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que votre point sur diminuer, ça doit d'abord, me semble-t-il, commencer par un vilain mot, mais qui est le switch modal. C'est-à-dire que se poser la question d'abord de se dire, pour chaque voyage, mais vous avez raison, on commence par, sur chaque voyage que je vais faire, est-ce que ce voyage est utile, nécessaire, me fait plaisir, et ça fait partie des éléments de critères, voilà, il faut se le dire quand même, me fait plaisir à différents titres, m'apporte quelque chose. Je crois qu'on est en train de parler d'un sujet de valeur. Est-ce que ce voyage a de la valeur? Et si ce voyage a de la valeur, je vais le faire. Et c'est vrai aussi pour les pros, même raisonnement. Si ce voyage a de la valeur et que je n'ai pas un substitut pour le faire, alors comment je vais le faire? Et ça, je pense que c'est
une éducation qui est en train de venir et on en fait partie. Je pense que vraiment, on en fait partie. On doit faire partie, chacun des acteurs. Je pense que, encore une fois, tous les acteurs ont leur place dans le système. Chacun des acteurs doit amener cette pédagogie que je viens d'évoquer, de façon un peu moins, j'allais dire, mécanique que ce que je viens d'évoquer. C'est plus intuitif, ça va devenir naturel. Mais je crois vraiment que c'est déjà le cas. Ça commence vraiment. Oui, mais est-ce que vous avez donné les chiffres d'ailleurs sur les courtes distances? En gros, le bascule-train, il s'est fait. Quand le gouvernement prend la décision, je dirais c'est presque trop tard. C'est déjà fait d'une certaine façon. Oui, d'une certaine façon. Après, je pense qu'on l'a tous évoqué. Il y a un sujet de désirabilité dans l'histoire qu'on est en train de raconter. Donc, pour que ça se fasse, il faut que l'alternative elle soit désirable, utile, pratique. Et c'est ça qu'on doit construire. On fait aussi pas mal d'alliances train plus avion. Pour justement permettre aux gens de partir loin, il faut que ça soit fluide. Il y a le sujet de cette fluidité, de cette ergonomie qui doit permettre aux gens de prendre les bonnes décisions. Et vous croyez au recul du voyage professionnel avec le télétravail, avec tout ça? Les entreprises sont toutes là-dessus, avec l'idée qu'il y a 20% des logements, des bureaux qui se louent en moins et tout. Dans les faits, il y a bien eu un recul très massif. C'est ça qui vous enrichit beaucoup quand même, les voyages professionnels rapportent beaucoup. C'est vrai d'ailleurs pour vous pareil. Il y a deux sources d'importance dans le voyage d'affaires. Il y a effectivement le prix qu'ils sont prêts à payer, parce que ce voyage a beaucoup de valeur et parce qu'ils le font dans des conditions avec un certain nombre de services. Mais la deuxième chose, c'est que ça lisse aussi les horaires. Je pense qu'il faut être conscient que le sujet du tourisme, c'est aussi un sujet de pointe, que quand on a deux clientèles complémentaires comme le sont les clientèles loisirs et les clientèles pro, du coup on a quelque chose de plus équilibré, c'est-à-dire que les pros ils partent tous les jours, les loisirs ils partaient le week-end et les vacances. Et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit reconstituer. La bonne nouvelle, c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est on a d'autres types de voyages. On a le télétravail, on a cette porosité, le pro-loisir. Et donc finalement, tout ça est en train de se reconfigurer de façon intéressante. Non, parce qu'en plus, on voit quand même que le temps dans les entreprises où tout le monde est là, de plus en plus, c'est le mardi et le jeudi. Mais on l'avait déjà un peu eu avec les 35 heures. Et donc, justement, il y avait des jours, le mardi et le mercredi sont les jours qui sont restés les plus creux dans nos... Oui, mais le mardi, oui, effectivement. Donc c'est pour dire aussi qu'il y a une réorganisation du temps sur ces questions. Bon, et vous, les avions, quand même, le professionnel, ça va reculer, parce que vous nous avez fait un discours, en plus que je partage sur l'hydrogène et tout ça, mais la vitesse des changements de ce qui est en train de se passer, vous n'avez pas l'impression que l'aviation, parce que vous êtes très contesté quand même, la salle facilement vous a pas applaudi. Oui, mais... Pas personnellement, c'était pas une attaque personnelle. Non, mais c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on vient avec plaisir échanger avec des salles comme ici, parce que je pense que c'est très important d'avoir ce type de débat et que chacun puisse s'exprimer. On l'a dit tout à l'heure, il y a à peu près 4 milliards de voyages en avion par an, peut-être demain 7 milliards, mais ça fait moins d'un voyage par an par habitant de cette planète. Alors c'est vrai qu'il y en a qui voyagent beaucoup plus que d'autres, même si le transport aérien devient de plus en plus accessible. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas non plus, si vous voulez, absolument extraordinaire. Et ce qu'on voit, nous, parce que évidemment, nous sommes dans une société qui a un marché mondial, c'est que ce qui était souvent un peu spécifique pour les pays en voie de développer existe aussi aujourd'hui. Cette envie de voyager, de découvrir le monde, elle existe aussi de plus en plus parce que ces gens accèdent. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que dès que les gens accèdent à la possibilité de voyager, ils le donnent dans leur priorité. Et donc cet appétit de l'espèce humaine à aller voir ailleurs est extraordinaire. Donc il y aura peut-être des rééquilibrages comme ceux que vous mentionnez, mais ce que je disais sur le fait que dès qu'on réautorise le voyage aérien, les gens reprennent l'avion, oui. Pour des raisons affinitaires, pour des raisons professionnelles, etc., existe. Et donc on devrait retrouver d'ici quelques temps, c'est difficile de dire quand, le niveau de 2019, mais aussi la possibilité pour des populations qui ignoraient tout cela de pouvoir accéder, et notamment dans les pays émergents, au voyage, quelque chose qui est très fort, alors que c'était un voyage tous les 10 ans dans ces pays-là, on voit que chaque année ça progresse. Et donc on voit globalement une progression possible du voyage aérien dans le monde. Et après on observera ce qui se passe sur chaque segment. Mais ça n'empêche que la solution mondiale qu'on apporte à ces pays-là, elle doit être totalement décarbonée aussi. Il n'y a pas de raison. Si on ne fait pas de la décarbonisation,
pour les pays développés. Il faut qu'on fasse de la décarbonisation pour tout le monde. Et on fait 50% du marché mondial. Donc si on décarbone l'aviation, c'est 50% de l'aviation mondiale qui est décarbonée. Donc c'est un vrai pas en avant. Et donc on est dans cette perspective où on observe les choses, et on observe que l'appétit du voyage continue et que le souhait aussi des pays en voie de développement, des pays émergents, d'accéder à ça. Et on le voit d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue d'une construction d'un monde différent, où les cultures se croisent, se partagent, etc. Et donc pour nous, c'est un facteur intéressant pour notre industrie, mais aussi pour l'évolution du monde. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas droit au visa pour venir nous voir, mais ce n'est pas votre responsabilité directe, mais c'est aussi un enjeu quand même, bien sûr. Bien sûr. Bon, avant de donner la parole à la salle, Rostov Christin, est-ce que vous pensez quand même que cette pandémie va aller dans votre sens, d'une certaine façon, dans votre sens, dans le sens de vos réflexions sur une vision, j'allais dire, plus éco-proximité du tourisme, pour le résumer comme ça? Alors, ce qui est certain, c'est que la pandémie nous fait déjà réfléchir, et c'est déjà bien. Aujourd'hui, on voit même des paroles un peu différentes émerger, y compris du monde des affaires, qui clament la nécessité de transformer le modèle, imaginant même, disant même que le modèle tel qu'il était ne serait pas viable encore bien longtemps. Alors, cet appel notamment à contrebalancer les effets du yield management, qui pendant des décennies a fait fonctionner le tourisme sur une politique du prix qui a complètement aussi désorienté le choix du consommateur en laissant penser qu'un aller-retour Paris-Barcelone ou Paris-Lisbonne à 33 €, c'était normal et désirable. C'est aussi une des questions qui doit être posée. Ce genre de pratique-là, à mon avis, n'est pas souhaitable. Alors, parce que ça aussi impliquait quoi? Ça impliquait un gain un peu plus limité sur les ventes à l'unité, donc une multiplication des ventes pour compenser et pour augmenter les profits. Bien sûr. Ce qui a contribué à une forme de gigantisme du tourisme. Alors, certains disent que ce gigantisme est derrière nous. Alors, il se trouve que j'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, de visiter de loin les chantiers de Saint-Nazaire, les bateaux de croisière qui sont en train de se construire et qui peuvent accueillir près de 10 000 personnes. Donne peu de chance d'être optimiste, de mon point de vue en tout cas. Donc, est-ce que ce modèle pourra se redéployer? Je ne sais pas. Donc, j'ai envie de dire, si le modèle ne repart pas, ça sera peut-être par contrainte. Et moi, je déplore ce système de contrainte. Je préférerais qu'on soit capable de prévenir plutôt que de guérir, parce que ça crée après des décisions gouvernementales qui peuvent être perçues comme autoritaires, qui clivent les populations, et c'est un peu à ce à quoi on est confronté aujourd'hui avec la question sanitaire. On donne la parole à la salle, si vous voulez prendre la parole. On se donne un quart d'heure, 20 minutes de discussion, un peu plus si vous voulez, on est assez cool en temps. C'est bien parce qu'on s'éclaire. Est-ce que vous y en a qui ont des colères rentrées, des questions, des propos, des idées nouvelles? On accepte tout type de remarques. Vous êtes extrêmement calme. Jean-Blaise, tu n'as pas préparé une question? Il paraît qu'il y a une question, une main qui s'est levée. Sur la gauche, et après à droite, il paraît. Alors, commençons par la gauche, puisqu'on est à Nantes. C'est une question pour Monsieur Ami. Donc, vous avez dit que Airbus était leader dans les transporteurs aériens dans le développement durable. Est-ce qu'on peut savoir dans quelle mesure il est leader par rapport à la concurrence? On est les seuls sur la biohydrogène. Et vous disiez, Monsieur Villard, est-ce que le Covid a changé quelque chose? Oui, c'est un accélérateur de changement. On a décidé d'aller tout de suite à la solution d'un avion zéro émission, ce qui n'est pas le cas de... On a un concurrent principal aujourd'hui dans le monde qui est Boeing, qui ne s'est pas lancé dans une telle évolution pour aller vers des avions zéro émission. Donc c'est pour ça qu'on se permet de dire qu'on est leader mondial, et je pense qu'on est assez reconnu pour ça, pour avoir cette ambition. Les Chinois ne sont pas sur ce créneau? Ils n'attaquent pas un peu? Alors, le monde de l'aérien est très dominé par les États-Unis et l'Europe pour une raison historique. Les Chinois essayent de se doter d'une industrie aéronautique avec Comac, mais pour l'instant, ils ne représentent pas un marché significatif.
Ceci dit, les solutions technologiques innovantes peuvent venir de nouveaux arrivants aussi. Et c'est aussi une raison pour nous d'être les plus innovants possible. Comme ça s'est passé avec les voitures. Ouais, Airbus s'est construit contre un concurrent dominant grâce à l'innovation, les commandes électriques, les matériaux carbone, etc. On veut rester dans l'innovation et évidemment, c'est très mobilisant pour les gens qui travaillent dans notre entreprise. Il y avait une main levée là-bas. Oui, là-bas, au bord de la rangée. Oui, bonjour. Pardon. Alors, j'avais une question qui s'adresse plus à Madame Augier et à Monsieur Ami, d'ailleurs. Vous parliez tout à l'heure des chemins de voies de fer et des arbres, notamment. Et moi, ma question, elle est un peu double dans le sens, est-ce que la SNCF, aujourd'hui, a pour ambition de développer des nouvelles lignes? On parlait tout à l'heure de villes moyennes. Et si oui, en fait, dans quelle mesure vous considérez en fait cet impact au sol versus l'avion qui justement survole toutes ces zones? Dans quelle mesure justement ces nouvelles lignes ou ces lignes existantes, la biodiversité et l'emprise au sol est prise en considération? Alors pour l'instant, on a peu de nouvelles lignes. Et sur cette question des villes intermédiaires, on a la chance en France d'avoir bâti un modèle avec des arrêts TGV dans les villes moyennes, ce qui est pas le modèle classique des lignes à grande vitesse en général. Pour prendre un axe que je pense vous connaissez bien, moi ce matin pour venir à Nantes, je me suis arrêtée à Sablé et à Angers. Donc tout l'arbitrage, d'où, on va dire, un certain intérêt, mon intérêt sur ce sujet du rapport au temps, tout l'arbitrage, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un arrêt, évidemment, on ralentit le train. Donc, sur un Paris-Nantes, est-ce qu'on fait un arrêt? Est-ce qu'on fait 2 arrêts? Est-ce que c'est une vraie pénalité pour les gens qui sont à Nantes? Est-ce que pour le coup, il y a suffisamment de gens qui sont intéressés par cet arrêt à Sablé, à Angers? Et aujourd'hui, par exemple, pour prendre Angers, c'est une ville extrêmement dynamique. Et donc oui, c'est intéressant. Donc ces arbitrages de temps vers les villes moyennes, c'est des choses qu'on fait en permanence. Et ça permet aussi quelque chose dont on parle peu, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que la France est complètement centralisée, ce qui est vrai. Mais néanmoins, ça permet aussi de créer un lien entre Angers et Nantes, de créer, vous voyez, du lien interville. Et ça aussi, ça fait partie de la mission, d'une certaine façon. Mais encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas si faciles que ça à construire, parce qu'évidemment, l'arrêt intermédiaire, il pénalise celui qui est de bout en bout. Donc, à ce stade, par rapport à votre question, il y a peu de sujets d'extension de lignes nouvelles. Il y a 2 gros projets. Il y en a un qui est Bordeaux-Toulouse, dont on reparle pas mal, qui est imaginé pour 2030-2032. Et donc, oui, le sujet sur les écosystèmes en général, et la biodiversité en particulier, est au cœur des réflexions. Et pour revenir à un autre sujet, c'est que le bilan carbone, celui que je vous donne, est en variable. Mais si on fait le bilan carbone, y compris infrastructure, on reste dans des ratios très élevés de 1 à 30. Donc ça reste tout à fait intéressant. Après, il faut le faire sur chaque destination, parce que pour que ça soit rentable, évidemment, ça suppose qu'il y ait beaucoup de monde. Construire une ligne à grande vitesse sur 2 destinations avec peu de clients, ça serait évidemment pas rentable, y compris d'un point de vue écologique. Et l'autre sujet qui est vraiment très important, c'est la création d'une gare proche de Orly, qu'on appelle la gare de Pont-de-Rungis, et qui permettrait là aussi de créer une meilleure connexion avec l'aéroport et qui a elle aussi du coup un bilan très intéressant d'un point de vue environnemental pour diminuer les vols nationaux. Et vous avez fait un abonnement télétravail là, qui vient de sortir. Donc on va, en gros, en télétravail, les gens acceptent 1 heure de train en général en moyenne, ceux qui se déplacent beaucoup. Et quand on voit les gens qui ont déménagé, est-ce que vous pensez quand même ça va augmenter les courts trajets autour des métropoles normalement? Donc ça doit rentrer dans vos logiques aussi. Oui, tout à fait. Alors il y a ça, mais là aussi le curseur du trajet acceptable est monté pour des gens qui feront peut-être moins de trajets. Oui, s'ils le font 2 fois par semaine ou oui. 1 fois, oui, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, sur ce trajet télétravail, on a des clients qui font du Paris-Nantes. Mais ils vont le faire peu, ils vont le faire peu de fois, et leur bilan, il est plutôt pas mauvais. Mais oui, tout à fait, on a ces nouveaux comportements-là. D'accord. Non, mais ça... Question. Oui, bonjour. Je voulais parler de la voiture. Quelles sont les évolutions du covoiturage qui permettent du coup d'avoir des déplacements à faible coût et dans des zones qui ne sont parfois pas desservies par le train?
Il nous manque un peu à la tour de la table, effectivement, un spécialiste de la voiture. Je ne peux pas trop vous répondre, moi, personnellement. Ce que je sais vous dire juste, c'est que durant la période de la pandémie, il y a eu évidemment un gros frein, comme sur toutes les mobilités, mais peut-être un peu plus, parce que se retrouver dans une voiture enfermée avec quelqu'un dans des périodes comme ça, c'est pas complètement simple. Ce qu'on voit, hein, encore une fois, c'est que nous, on pense que c'est d'excellentes solutions. Vous avez raison, il y a des dessertes qui ne sont pas faites, un peu comme tout à l'heure, on parlait hein, des transversales nationales. C'est pas toujours simple à faire en train, parce qu'il y a une infrastructure et que donc on n'a pas tous les points à point possibles. En voiture, c'est pareil. Hein. Donc ça peut être une bonne solution pour diminuer les émissions. Je pense que comme toutes les mobilités, ça va repartir. Apparemment, ça repart un peu plus difficilement aussi. Comme toutes les mobilités, hein, tout à l'heure on disait l'avion repart quand la crise sanitaire s'abaisse, le train repart, on le voit, mais alors vraiment de façon très évidente, pas au même niveau quand même. Hein. Non, là on n'est pas assez compétent, là. Il faut le dire, quoi. Hein, mais après, c'est aussi beaucoup un phénomène de jeunes, quoi. Je ne sais pas après si ça va continuer après. Je ne sais pas s'il y a des gens qui arrivent avec 3 enfants, quoi. Donc c'est peut-être avant les enfants, mais il faudrait un spécialiste. Est-ce que vous avez une question où on peut répondre? Oui, allez-y. Moi, j'en ai une pour Monsieur Christin, qui tout à l'heure a parlé de... C'est moi, ici. Qui tout à l'heure a parlé d'avoir des trajets plus courts, d'aller moins loin. Et effectivement, tout à l'heure, on a parlé que les voyages nous façonnaient, faisaient aussi que servaient à l'émancipation de la jeunesse, servent à vivre des expériences, à créer un univers commun entre toute une population. Et comment demain recréer en fait ces expériences, améliorer l'émancipation des jeunes. Avant, par exemple, il n'était pas forcément pensable d'aller faire des études à 400 km de chez soi. Aujourd'hui, par les facilités de voyage, c'est le cas. Et je voulais savoir comment est-ce que demain, avec moins de voyages, avec effectivement une sobriété que vous avez parlé, comment on pourrait recréer ces expériences-là et ce vécu qui est nécessaire. Pour moi, le voyage n'est absolument pas menacé par la sobriété. Je pense que les populations ont toujours voyagé, se sont toujours déplacées et le feront encore. Simplement, au lieu de multiplier les voyages, parce qu'effectivement, on a des facilités de déplacement qui sont telles qu'il n'y a pas de coût, entre guillemets, ni psychologique, ni physiologique au fait de se déplacer, ce qui est assez inédit dans l'histoire de l'humanité. On voyagera peut-être moins souvent, plus longtemps, on y passera plus de temps. Alors peut-être qu'il y aura une part de sacrifice personnel, professionnel, peut-être aussi plus importante. Mais je pense que la rareté du voyage peut aussi contribuer à son intensité et à le rendre tout aussi enrichissant et édificateur que cette facilité à laquelle on a accès aujourd'hui et qui est lourde au plan environnemental. Allez-y, je suis le micro en fait. Donc je pense qu'il va aboutir dans une main. Oui, bonjour, ma question s'adresse à Madame Augier. Je voulais savoir quel progrès pouvons-nous attendre concernant la complémentarité du transport train et vélo, notamment l'aménagement des wagons. Il existe de nombreux exemples en Europe, notamment en Europe du Nord, desquels nous pourrions nous inspirer. Alors c'est une vraie bonne question, parce que tout à l'heure je parlais des mobilités douces dont le train pouvait être une colonne vertébrale. C'est néanmoins une question vraiment difficile. Aujourd'hui, vous pouvez réserver votre place vélo dans la plupart des TGV, et le nombre de places est très réduit, c'est vrai. Alors, pour un vélo déplié. En revanche, vous pouvez d'ores et déjà emporter votre vélo dans une housse. Et là, tout le monde peut le faire. Et c'est votre bagage. Et il n'y a même pas de surcoût. Donc, je pense qu'on a déjà, du coup, une politique vélo qui n'est pas nulle. Entre les 2 vélos par train plus le vélo dans sa housse. Les compléments, on a un TGV, on en a beaucoup parlé, qu'on appelle le TGV M, qui est la nouvelle version du TGV, où là, il y aura encore plus de places vélo. L'arbitrage difficile, c'est qu'il y a les bagages des autres passagers, les vélos dépliés, et donc, c'est pas complètement simple de combiner un remplissage train qui, si vous voulez une sobriété, doit être élevé. Parce qu'un train vide, c'est pas un train sobre. Parce que si vous mettez 10 personnes dans un train, ça marche pas. Donc, combinez ça, la quantité de bagages et l'espace vélo. Donc, il y a un curseur à placer. Mais c'est vraiment au centre de nos préoccupations, plus des
partenariat avec, pour ceux qui l'acceptent, la possibilité d'avoir des vélos loués à l'arrivée quand c'est possible. Mais c'est une combinaison de tout ça qui nous permettra d'avoir du bout en bout totalement vert entre du train et du vélo. Mais je me rappelle une discussion avec Guillaume Pépi à la SNCF, il m'a dit quand même on a raté le vélo. C'est-à-dire quand Decaux a lancé les vélos loués, il m'a dit ça aurait dû être le boulot de la SNCF. C'est-à-dire que le modèle, ça soit tu prends le train et au bout tu loues un vélo. Tu loues le vélo en partant et le vélo t'attend. Alors et ça vous l'avez raté quand même. Et c'est pour ça que je dis qu'on a les partenariats. Mais c'est pas la demande de la plupart des associations de cyclistes. Ce qu'ils veulent, c'est emporter leur vélo. D'où les réponses que je faisais, plus centrées sur la possibilité d'avoir son vélo démonté, la possibilité de le faire voyager en bagage, parce que ça, j'en ai pas parlé, ou quelques places à bord, 2, 3 à bord, et quand même, vu notre quantité de trains, ça fait beaucoup de voyageurs, avec un vélo qu'on laisse dans une place qui est réservée à cet effet. Merci. Jeune homme. Alors, bonjour Madame Augier et Monsieur Ami. Moi je vais rebondir sur l'opportunité manquée du coup, puisqu'on propose des solutions de transport nautique et maritime avec ma société Néo Marais. Et on n'a qu'une envie, c'est qu'il y ait de bout en bout un départ de Paris qui irait comme cela a été il y a 50 ans jusqu'à Noirmoutier par exemple, où à Noirmoutier vous pourrez prendre un vélo et puis faire le tour de Noirmoutier et revenir de Noirmoutier en bateau jusqu'à Pornic, reprendre le train jusqu'à Nantes par exemple, et puis ensuite peut-être prendre l'avion de Nantes pour aller ailleurs. La question est la suivante, est-ce que vous mutualisez les réflexions commerciales et de développement dans ce sens avec des transports multimodaux, avion, bateau, train, vélo par exemple, ou est-ce que chaque entité, chaque moyen de transport travaille à son propre développement sans qu'il y ait de concertation générale? Alors, pour ce qui est de train plus avion, il y a vraiment des discussions, alors pas avec les constructeurs, mais avec les transporteurs aériens. On a beaucoup d'échanges. On va même jusque, pour vous donner un exemple, la desserte Orly-Bordeaux a été arrêtée du fait du règlement qui est passé. On a rajouté un arrêt Massy qui correspondait à des bons horaires de correspondance pour les avions longue distance. Donc, suite à des échanges avec Air France, pour ne pas les nommer. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui se font. La concertation du partenariat, voire du contrat, avec les compagnies aériennes, c'est des choses qui se font et qui se font depuis un certain temps et qui se sont accélérées avec la crise et l'arrêt d'un certain nombre de dessertes. Sur le sujet, en revanche, vélo, etc., c'est beaucoup plus compliqué parce que ça suppose... c'est une approche locale, c'est-à-dire que ça suppose que localement, puisqu'il n'y a pas d'acteurs nationaux ou quasi pas, donc pour nous, c'est des démarches à chaque fois qui peuvent venir en revanche via les autorités organisatrices que sont les régions ou les métropoles. Quand je parlais tout à l'heure du pôle d'échange multimodal à Nantes, c'est parce que la ville a décidé de mettre un gros parking à vélo, parce qu'on a décidé de mettre les bus à un certain endroit de la gare, qu'on arrive à faire ce sujet de bout en bout. Donc ça, on ne peut pas le faire seul. On a besoin aussi de l'aide des... Il n'y a pas quand même un gros bordel autour des gares. C'est-à-dire que tantôt, c'est vous, après tantôt, c'est la mairie qui décide le parking, qui prend l'arrêté pour le... Est-ce qu'il n'y a pas quand même une question du lien entre la ville et le train, la multiplicité des acteurs? On a rajouté les métropoles. Je vois des endroits où la ville prend un arrêté de parking d'un côté, le truc est de l'autre côté. Enfin, quand on met le nez dedans, on est un peu inquiet. C'est pour ça que j'ai dit que c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire seul. C'est des écosystèmes complexes dont nous ne sommes... pas propriétaire. Non, c'est pas coupable. On a besoin d'avoir une vision, et il y a une vision qui est portée par Gare. Il y a une vision de ce que doit être une gare au cœur de la ville. Après, pour le faire accoucher, il faut aussi des volontés politiques. Oui, comme vous dites. Encore une ou deux questions. Après, vous aurez le droit d'aller boire un coup. Là, il y a une main. Je ne sais pas qui est-ce qui a un micro. Il y a deux micros qui circulent, je vois. Oui, bonjour. Monsieur, il a le micro, et vous vous donner le micro, madame. Allez-y, oui. J'avais une question. On m'entend? Oui, allez-y. Ok. J'avais une question pour Monsieur Ami et puis Madame Augier. C'est par rapport au train qu'on a pu voir, c'est en Chine, il me semble, le train qui circule sur suspension magnétique. Est-ce que cela pourra rivaliser avec l'avion, du fait que c'est moins polluant et puis les trains dans les tunnels de vide, là aussi. Oui, c'est ça, oui. Alors j'ai eu la chance, moi, d'utiliser un de ces trains dits magnétiques,
Mais je ne suis pas sûr qu'il aille beaucoup, pour faire plaisir à Madame Augier, plus vite qu'un TGV. Donc, mais c'est vrai que c'est une solution étonnante. Je n'ai pas le bilan énergétique de ces systèmes de transport. J'ai compris que vu le coût de l'investissement, c'était plutôt quand même sur des courtes distances. De même que les voyages dans le vide, vous savez, on fait le vide, donc ça permet effectivement d'économiser l'énergie, d'aller très vite. Donc il y a des études en ce moment pour faire des transports terrestres via effectivement un conduit magnétique et un tunnel dans lequel il y a du vide. Donc on voit ça apparaître, mais c'est plutôt sur des trajets courte distance. Quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres entre une paire de villes ou un aéroport et une ville. En l'occurrence, celui que j'avais pris, je crois que c'était à Shanghai, était entre la ville et l'aéroport. Donc ça reste des moyens de transport très performants, éventuellement peut-être énergiquement, mais pour l'instant, c'est plutôt de la courte distance que sur des longs trajets. Donc, pour ce qui nous concerne, pas en concurrence directe. Et encore une fois, nous, de toute façon, en termes de bilan énergétique, ce qu'on vise, c'est un transport aérien complètement décarboné et donc qui doit être concurrentiel de tous les modes de transport. Monsieur Christin, est-ce qu'on peut modérer votre enthousiasme en vous demandant une réaction? Je faisais simplement remarquer discrètement que je crois qu'il y a encore une intervention. Non? Quoi? Il y a encore une intervention? Comment il y a encore une intervention? J'ai oublié quelqu'un? Aurélie Penaud, c'est qui? Oui, mais elle est où? Ah, alors là, ça ne va pas du tout. Bon. Non, mais je ne veux pas désordonner. Non, mais heureusement qu'il est là. Mais non, mais c'est bizarre. Ah, il y a marqué capsule de conclusion à 16h05. Moi, je suis sur ma lecture. Bon, on prend encore une ou deux questions et je vous donne la capsule de conclusion. Oui, très, très moderne comme concept. Oui, j'avais une question, notamment sur le prix. Moi, je prends, de temps en temps, je vais en déplacement à Montpellier. Le billet d'avion aller-retour, ça peut être autour de 80 €. En train, c'est plus de 200 €. Là, on habitue clairement les voyageurs à prendre l'avion. Ne pensez-vous pas qu'il y a un vrai sujet sur le prix et sur la fiscalité derrière l'avion et le kérosène, source de conflits lors des Gilets jaunes notamment et d'arguments? Vous faites une petite réponse et puis on donnera peut-être la parole à Madame la capsule, si j'ose dire. L'intervention capsule de Madame Aurélie Penaud, excusez-moi. Non, mais le prix est un vrai sujet. En termes de fiscalité de l'aérien, je voudrais rappeler qu'en Europe, l'aérien est le seul système de transport qui est dans les ETS européennes et qui a un système de taxation du carbone, avec un prix qui est aujourd'hui à 60 € la tonne de carbone, donc qui est déjà un prix élevé et dont on estime qu'il va bientôt évoluer vers 100-150 € la tonne. Donc, le transport aérien déjà assujetti à un prix carbone important et qui va sans doute grimper. La performance de l'aérien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très économique en termes de consommation. Et comme il a dû souvent se développer en concurrence des autres modes de transport, voitures, etc., il a développé, il faut aussi le reconnaître, un niveau de performance avec ces 2 litres au 100 qui le rend très compétitif. Et nous, Airbus, on travaille toujours à améliorer la performance du transport aérien pour le rendre compétitif, ce qui ne doit pas empêcher de le rendre durable. Mais donc ces facteurs de compétitivité existent, demeurent. Je crois que comme il y a un prix du carbone pour l'aérien, c'est quelque chose qui correspond à un vrai niveau de concurrence et qu'ensuite, moi je vois chez notamment la jeune génération, on regarde le prix, on regarde aussi l'empreinte carbone et on fait un choix qui est un choix responsable entre ces différents facteurs. Merci beaucoup. Bon, Madame Penaud, on va vous donner la conclusion. On a commencé par une réunion un peu plus technique, mais tout à l'heure, on sera sur le surtourisme. Je pense que la salle sera plus dynamique. Madame. Bon, alors une petite capsule de conclusion de cette table ronde. On l'a vu, les transports sont souvent perçus comme la menace ou la nuisance numéro 1 dans le secteur du tourisme, l'avion en tête. Et pourtant, on le voit, des grands progrès sont attendus et assez rapidement.
Et puis, on le voit aussi, la mobilité aujourd'hui, elle est complètement indispensable, non seulement pour le goût du voyage, mais c'est aussi le besoin du voyage dans une société mondialisée pour des motifs familiaux, professionnels, etc. On va continuer à voyager, on va avoir cette envie de voyage qui perdure. Et en même temps, les considérations évidemment environnementales, écologiques, elles sont là, elles sont importantes. Rodolphe Christin nous rappelait l'impératif de sobriété, puis le fait que l'ailleurs ne doit pas forcément nous conduire à négliger l'ici. Le local, que nos vies quotidiennes, elles s'inscrivent aussi dans un territoire de proximité. Et puis peut-être qu'il faut en effet refaire attention à cette notion de être en vacances, partir en vacances. Les vacances, elles peuvent être aussi là où on habite, et on a vu aussi que les frontières travail, temps et espace du travail et du loisir s'effacent un petit peu. Donc là, la question, il me semble, c'est de remettre de la valeur dans son voyage. C'est peut-être de voyager moins souvent, plus longtemps, mais la question qui se pose à nous, les structures de développement touristique, les collectivités qui nous intéressons au tourisme, et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir à notre niveau. Et peut-être que c'est ce rapport au temps qu'il faut questionner dans notre stratégie de développement touristique, finalement, ne pas opposer l'international et la proximité. On peut imaginer peut-être des stratégies où ils vont se compléter. Le voyage à Nantes, je pense qu'il a vocation à rayonner aussi bien au local qu'à l'international, mais on a peut-être des choses à remettre en cause. On a tout, nous, depuis 10 ans, on ne vit que pour le développement du city break, ce court séjour urbain, faire venir des visiteurs des capitales européennes pour 48 heures à Nantes. On faisait des programmes de 48 heures à Nantes. C'est peut-être ça qu'il faut réinterroger aujourd'hui, se dire qu'en proximité, en local, on peut transformer les excursionnistes en touristes, à condition de leur proposer des expériences qui valent le coup d'être vécues, qu'on leur donne envie de séjourner dans leur propre ville, voire de dormir ailleurs que chez eux dans leur propre ville, par des formules à inventer avec les acteurs du tourisme. C'est peut-être se dire que quand on est à moins de 2h30 d'une ville que l'on cible, on va plutôt travailler sur le train, en effet, sur des trains de moyenne, de longue distance. C'est peut-être mieux travailler entre les acteurs du tourisme, du loisir et d'affaires, parce qu'on voit bien qu'il y a des questions aussi d'optimisation de la combinaison travail et loisir. Je viens pour les journées France urbaine à Nantes cette semaine, et puis j'en profite pour faire le colloque, et puis en plus je peux faire le voyage à Nantes et je vais rester le week-end. Ça fait un bon combo, et puis voilà, je vous ai vendu 7 jours de séjour à Nantes. Voilà, et puis en effet, quand on va s'intéresser à des clientèles européennes ou internationales, promouvoir un séjour plus long, et en étant plus long, il sera aussi plus intéressant, plus plein, plus rempli, où l'expérience va être complète. Voilà, sur l'aérien, je pense qu'on va nous poursuivre nos discussions avec l'aéroport de Nantes sur un développement équilibré, un développement de lignes qui servent aussi plusieurs impératifs à la fois, l'import et l'export de voyageurs, peut-être pas être que sur des destinations sol y playa, même si on aime bien ça, mais aussi des destinations qui peuvent constituer des réservoirs de clientèle intéressants pour nous. Et puis on suivra évidemment l'évolution des offres ferroviaires et puis des liaisons ferroviaires aussi. On est assez attentif à ce qui se passe sur le barreau sud de Paris, là, qui nous permettrait aussi de nous connecter à des destinations plus lointaines dans le nord et dans l'est de l'Europe. À Nantes. Et puis toujours l'offre et le renouvellement de l'offre pour satisfaire ce besoin de redécouverte du territoire qui est encore plus vrai peut-être dès lors qu'on s'intéresse à des clientèles de proximité. Voilà, en guise de conclusion, et puis on se retrouve autour d'un petit verre avant de reprendre nos débats à 16h55 précise. Merci.